Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Sans déroger à la règle, les travailleurs camerounais se sont joints à ceux du reste du monde, à une ou deux exceptions près, pour célébrer le travail. Né des revendications ouvrières pour l'obtention d'une journée de 8 heures de travail, la journée internationale du travail revêt à travers la planète divers visages. Si dans les démocraties occidentales, le 1er mai reste redouté par le patronat, car occasion unique de l'année pour les employés de poser à la face de l'employeur, les conditions de travail et autres revendications allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et même de leur environnement de travail. A contrario, dans les pays de l'hémisphère sud, le 1er mai est l'occasion pour les patrons de faire étalage de leur force de frappe à travers des grands regroupements autour des festins, après participation et parade devant l'autorité administrative. Travail décent, 36 000 francs CFA de SMIC, est-ce une injustice sociale? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. De SMIG, est-ce une injustice sociale? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Luc Nyomok. Bonsoir Luc Nyomok. Bonsoir Serge. Voilà, vous êtes... Bonsoir aux panélistes. Oui, vous êtes le président. Oui, allez-y. Bonsoir aux chers téléspectateurs de la télévision Equinox. Voilà, vous êtes le président national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés. C'est exactement ça. Comment? C'est long. Donc vous êtes un syndicaliste. Je suis syndicaliste. Oui. Peut-être m'occupant spécialement de l'enseignement privé, qui a des gros problèmes. Oui. Malheureusement, il se trouve que la société... Tout l'enseignement privé, laïque, l'enseignement privé, laïque, confessionnel, réunis. Okay. Nous essayons de porter leur voix, de vendre la cause de ces déshérités. Oui. Ok. Docteur Christian Timi, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes médecin du travail? Oui, je suis spécialiste en santé et sécurité au travail. Voilà. Vous avez dit, avant que l'émission commence, vous défendez la ruralité. Oui, je défends la ruralité. Pourquoi? Parce que je travaille dans le monde rural, je travaille dans l'agriculture. Et la ruralité étant... la voie par laquelle on doit passer pour l'émergence en 2035, je défends fortement la ruralité. Ok. Charles Fongan, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, vous êtes journaliste et surtout syndicaliste. Je suis secrétaire national. Syndicaliste et surtout journaliste, je mets quoi? Syndicaliste dans l'âme. Ce soir, voilà. Je suis syndicaliste. Voilà. Et dans une autre vie, je suis journaliste. Je suis davantage syndicaliste de la presse. Voilà. Syndicaliste de la presse, Charles Gafongan. Sur ce plateau, une fois de plus avec nous, Robert Mouté Ambassa. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux populations qui nous suivent. Ce sujet, vous êtes à l'aise parce que vous avez été syndicaliste. Oui, donc j'ai accepté d'être là parce que j'ai eu la possibilité dans ma vie professionnelle d'être employé, d'être syndicaliste et puis d'être patron employeur. Oui. Donc je pense que la vision de ce problème de travail n'est pas la même à partir de chaque position. Okay, donc je pense que j'ai assez d'éléments pour parler de ça vraiment d'autorité. Voilà, je commence avec vous, Robert Bunté Ambassa. 36 000 francs de SMIC, est-ce une injustice sociale? C'est une grosse injustice. On ne peut pas dire qu'on peut pas vivre avec 36 000 francs au Cameroun, quelle que soit la position. Même en zone rurale? Je vais poser la même question. Même en zone rurale, parce que aussi vous voyez des gens qui gagnent 36 000 qui sont à l'aise, c'est que c'est des voleurs. Parce que quelqu'un qui gagne 36 000, quand vous commencez à mettre loyer, eau, électricité, transport, ration, femmes, enfants et tout, vous comprenez tout de suite que pour tenir le bon bout, il faut voler. Donc, quand on parle de travail décent, effectivement, cette catégorie n'est pas parmi ce qu'on peut dire travail décent. Parce que vous savez, c'est un gros mot, travail décent, parce que
quand vous voyez de très près, c'est moins de 10% des travailleurs qui peuvent être classés dans la zone des gens qui respectent les critères du travail décent. 90%, c'est le travail de subsistance. C'est pas le travail décent. Ok. Docteur Timi, avec 36 000 en zone rurale, on vit bien? On peut s'en sortir? C'est impossible, hein? C'est impossible de vivre décemment avec 36 000 francs. Un travailleur qui a 36 000 francs, à quel moment aura-t-il les moyens pour se payer, pour avoir un loyer à lui, une maison à lui? Parce que il faut déjà compter le loyer. La ruralité, c'est l'endroit où on fait le plus d'enfants parce qu'il n'y a pas de distraction. L'État n'a pas construit des espaces pour se distraire. On n'a rien aménagé. Donc les gens sont couchés très tôt, à 19 h, parce qu'il n'y a pas de distraction. Et aussi parce que c'est les gens qui mettent le plus longtemps au travail. Donc il faut dormir tôt pour récupérer. Ils font alors plus d'enfants que ceux qui vivent en ville. La moyenne, c'est au moins 7 enfants. Alors avec 36 000 francs, comment peut-on vivre? Comment peut-on nourrir 7 enfants? Comment peut-on payer la scolarité à 7 enfants? Parlons de l'école primaire, le secondaire, ne parlons donc pas de l'enseignement supérieur, où aujourd'hui ce n'est pas qui veut qui va dans l'enseignement supérieur, mais c'est qui peut payer. Donc vraiment 36 000 francs, je pense que c'est impossible, véritablement impossible de vivre avec 36 000 francs. Charles, Luc Nyomok, il y a des établissements où on paye des gens moins de 36 000? Absolument, absolument. Et comment ça se passe? Absolument. Il se passe déjà que, je vous dirai plus tard que le Cameroun, au-delà de ce qu'on déclare, pour ceux qui veulent l'entendre, au niveau des traitements des travailleurs, c'est un État fédéral. Oui. C'est-à-dire c'est une juxtaposition des États. Puisque pour le moment, les travailleurs sont gérés à partir de 7 codes. Il y a le statut général de la fonction publique, il y a même le code du travail, il y a le statut des militaires, il y a le statut des magistrats, il y a le statut du personnel pénitentiaire, il y a le statut des auxiliaires de l'administration. Nous sommes donc là, les travailleurs d'un même pays, qui sont gérés par 7 codes. Il se trouve donc au niveau de l'enseignement, sans oublier là, je fais l'économie des codes non écrits, des codes, parce qu'il y a au niveau de l'enseignement privé par exemple, je vous dirais que c'est chaque fondateur qui a son code de travail, qui l'applique comme il veut. Il se trouve donc qu'on a des enseignants qui sont à 30 000 francs et qui connaissent au maximum 10 mois de salaire par année scolaire. Oui. Et comme le disait M. Mouté tout à l'heure, on ne sait pas si nous étions dans un pays normal. Il y en a qui seraient entendus par le procureur. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Dans certains chefs d'établissement. Oui, j'ai dit les travailleurs même. Les travailleurs même. Ah, les travailleurs? Oui, on devrait les... Le procureur devrait les entendre. Devrait les entendre. Pour expliquer comment ils font pour s'en sortir pour vivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça ça cache tout cela? Oui. Mais quelqu'un, par exemple, dans la donc ils doivent s'opposer, si c'est 30 000, vous n'acceptez pas. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Puisque ça veut dire qu'il a peut-être d'autres sources de revenus. Ah oui, mais alors il faut que cela soit officiel. Parce que les revenus d'un citoyen doivent quand même être connus. La richesse doit avoir une histoire. Ça ne peut pas... ça ne peut pas être vendre des arachides et se retrouver milliardaire. Je crois que ça relève un peu des miracles. Non, ça c'était avant. Ah bon, mais alors il se trouve qu'aujourd'hui il y a encore des milliardaires entre parenthèses qui vendent des arachides. À partir de vendre des arachides. Mais puisque on ne peut pas dire qu'ils volent, puisque monsieur le procureur ne nous a pas encore dit de quoi il s'agit. Charles, sur cette situation, je vous ai vu, vous étiez tout souriant là, lorsque il a dit que le procureur devait entendre ses employés qui acceptent 30 000. Je suis tout à fait d'accord avec M. Nyomok ici sur ce plateau. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un jour mémorable, certes, parce que des travailleurs sont battus pour qu'on puisse arriver à la journée de 8 heures de travail. Oui. Dieu seul sait si au Cameroun ces 8 heures-là sont respectées. Quand vous prenez le cas de ces vigiles qui travaillent
de 6h à 6h, c'est 12 heures sans aucune heure complémentaire. Si on sort de ce cadre-là, beaucoup sont également qui travaillent. Je vais prendre un autre cas. Vous voyez les journalistes qui travaillent là, est-ce qu'ils font 8 heures de travail? Les journalistes arrivent très tôt le matin à 6h, ceux qui présentent le journal, assez souvent on les revoit le soir en train de présenter encore le journal. Combien est-ce qu'ils travaillent? Sans compter que même étant à la maison, vous devez rester d'attaque, attendre que s'il y a une actualité qui arrive, que vous descendiez sur le terrain. Les journalistes, les caméramans, est-ce qu'ils ont 8 heures de là? Maintenant, s'il faut interroger le salaire de 36 000 francs, j'ai envie de croire que il faut être sorcier. Il faut qu'on soit un pays géré par des véritables buveurs de sang pour croire qu'avec 36 000 francs, on peut vivre. Je crois que c'est même indécent. Surtout qu'on va revenir sur le thème de cette journée. Oui. C'est même indécent déjà de prononcer le mot 36 000 francs et de penser que cela peut être la rémunération d'un travailleur. De quelqu'un qui passe 8 heures, même ailleurs dans les pays qu'on connaît. Je vais vous dire, au temps de l'esclavage, ces colons, ces esclavagistes-là, étaient même plus sérieux que les employeurs camerounais. Ils donnaient à leurs esclaves de quoi renouveler leur force de travail. Mais au Cameroun, les gens sont plus que des esclavagistes. On vous utilise, on veut de vous qu'on puisse faire des efforts, mais on ne vous donne même pas le minimum qui permet de pouvoir reproduire cette force de travail. Donc j'ai envie de dire que on est dans un pays, on n'est plus dans un pays, je crois qu'on est dans quelque chose qui ressemble à un pays, qu'il faudrait que les travailleurs se mettent en ordre de bataille pour qu'on puisse véritablement refonder ce pays, refonder tout ce qu'on appelle code du travail dans ce pays. Voilà, docteur Ndjoulé, le décor est planté là, il y a un véritable problème. Pourquoi l'autorité s'est arrêtée à ce chiffre, 36 000? Il y a de la mauvaise foi? Comment on peut justifier ça? Je ne vais pas dire que c'est de la mauvaise foi, mais je pense que c'est une mauvaise appréciation de la situation réelle. Je pense que ceux qui nous gouvernent ne descendent pas pour voir la misère dans laquelle vivent certaines personnes, la majorité des Camerounais. Je pense que le gouvernement doit être réaliste, descendre sur terre et non pas rester dans les bureaux pour faire des théories. Parce que quand on se lève pour dire, le thème de cette année c'est quoi? Protection du travailleur, vecteur de justice sociale et travail décent. Alors le travail décent, c'est d'abord la condition de vie, la condition dans laquelle le travailleur vit son travail. Est-il protégé dans son entreprise? Est-ce que l'employeur respecte les lois qui régissent le travail? Quels sont les employeurs au Cameroun qui respectent les lois qui régissent le travail? La protection sociale, on en parlera, j'espère. La santé, la sécurité au travail. Combien de médecins de travail sont présents dans les entreprises? Et même quand ils sont présents, quelle est la place qu'on leur accorde? Est-ce qu'on les laisse faire leur travail? Le dialogue social, on nous a dit aujourd'hui que c'est une réalité dans notre pays. Reste à savoir si c'est vraiment une réalité ou c'est un dialogue social au rythme des patrons. Je vais m'arrêter là d'abord. Docteur Moutia Massa, ce fameux dialogue social, une réalité? Pour les hommes, on sort ce discours-là. Pour être vrai, c'est de la fiction, c'est pas une réalité. La fiction. C'est de la fiction. Parce que vous savez, quand vous voyez, comme je l'ai dit d'entrée, j'ai été employé, syndicaliste, et puis chez employeur. Sur ces trois angles, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais sur le fond, de façon synthétique, il n'y a pas de dialogue social. Je crois que l'État a commis une erreur à une certaine époque dans les années 92, quand on avait revu le code du travail, où à cause des entreprises qui fermaient, on virait tout le monde. Je crois que c'est le ministre Bokam qui était au travail à cette époque, où on a sorti un concept pour dire que voilà, on ne fixe plus les salaires à partir des diplômes et que chaque employeur négocie avec l'employé pour qu'ils se mettent d'accord. Ça va permettre aux employeurs de limiter leurs charges et recruter beaucoup de Camerounais. Bon, c'est une idée qui a été vendue comme ça, mais je pense que c'était des slogans qui étaient juste lancés pour plaire au chef, mais sans voir l'impact que ça aura au niveau des populations. Sur le terrain, dans la pratique, on s'est rendu compte que déjà que ceux qui étaient dans les bureaux à Yaoundé qui ont initié ça, ont oublié qu'en face, ils avaient des gens, des chefs d'entreprise, des employeurs qui ont fait les grandes écoles dans ce monde, qui fonctionnent à une fréquence très élevée, 10 fois plus qu'eux-mêmes qui initient ça. Les employeurs se sont appropriés
ce concept et aujourd'hui on fait complètement le contraire de ce que l'État attendait. L'État, en le faisant, pensait booster l'emploi, créer les emplois, créer la richesse. Mais les employeurs ont pris ça. Aujourd'hui, vous avez, à l'époque, moi je me rappelle, quand vous avez un BPC, un CAP, vous étiez classé en 5e, 6e catégorie. Quand vous avez un probatoire, c'était en 7e catégorie, un bac en 8e catégorie, un BTS en 9e catégorie, et bac plus 3, c'est-à-dire licence ou ingénieur de travaux, c'était la 10e, et bac plus 1, ingénieur de conception, c'était la 11e. Aujourd'hui, je vois des enfants qui ont bac plus 5, qui sont payés à 60 000 francs, 100 000 francs, dans le multinational. Alors qu'au Cameroun aujourd'hui, on a du personnel capable d'occuper les postes de manœuvre directeur dans toutes les sociétés. Je dis bien, toutes sans exception. Mais malheureusement, on continue à payer les Camerounais à monnaie de singe. Donc cette loi a été utilisée par les employeurs qui passent plus de temps à traiter les Camerounais avec vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas sortir un certain terme ici sur le plateau, mais c'est avec vraiment... et il est viré, dès que chacun essaie de discuter, il est viré. Et en contrepartie, vous avez des expatriés qui viennent travailler ici, qui sont manœuvrés chez eux. Et quand ils viennent ici, parce qu'ils sont expatriés, ils occupent des postes de chef, service, directeur, alors que c'est vous, le Camerounais en dessous, qui faites tout le travail, et vous êtes payé en monnaie de singe. Quand vous voyez un peu tout ça, je crois que j'allais oublier quelque chose d'important. Vous savez, on a développé beaucoup plus ce qu'on appelle les conventions d'entreprise. Oui. Mais les conventions d'entreprise, c'est un marché de dupes. Et là encore, les employeurs font dicter les lois. Parce que quand on met les délégués du personnel, les employeurs et les représentants du ministère du Travail, mais les représentants, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent plus de temps à faire des beaux yeux, des yeux doux aux employeurs pour avoir de bonnes primes. Et c'est même eux qui viennent combattre les délégués du personnel dans les négociations pour dire que non, ce que vous avez, c'est déjà beaucoup, vous n'avez pas droit, nous ceci, nous cela. Et donc vous vous trouvez dans une situation où les conventions ne représentent rien, absolument rien. J'ai assisté à des réunions, j'ai vu, j'étais très déçu, parce que j'estime que c'est le représentant de l'État qui devrait donner la force aux nationaux, aux Camerounais, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens viennent, passent plus à leur poche, que d'aider les Camerounais. Donc, moi je crois que dans ce genre de choses, là on a affaibli le code de travail en ramenant les choses à une négociation employeur-employé. Le code va retrouver toute sa place avec des classifications par rapport au diplôme et des salaires bien précis. Je crois que ça sera le minimum. L'entreprise qui peut faire mieux que le code, tant mieux. Mais aucune entreprise ne devrait être en dessous. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est le slogan. Parce que quelque part, les Camerounais aussi se sont habitués un peu à ça. Et quand j'ai suivi quelque part, quelqu'un a dit qu'avec 36 000 francs, on peut bien vivre au Cameroun. Je ne sais pas. Si c'est pas quelqu'un, c'était ministre. Non, moi je pense que si on fonctionnait aujourd'hui avec 36 000, il faut qu'on l'intercepte très rapidement, on le passe devant le procureur. Comme il a dit mon voisin de gauche, parce que vous ne pouvez pas vivre avec 36 000 francs au Cameroun. C'est inadmissible que ça soit comme ça. Moi je pense que pour revenir à des meilleurs sentiments, je crois que cette histoire de travail décent, je sais que la définition de travail décent de façon simple, parce que vous savez, on utilise parfois de gros mots pour embrouiller les gens. De façon simple, le travail décent c'est quoi? C'est qu'un travailleur a des aspirations. Et il faut satisfaire à ces aspirations. C'est quoi? Un bon travail, un bon salaire, c'est-à-dire de bonnes conditions de travail, ça veut dire un dialogue où on vous écoute, et puis une protection sociale du travail de sa famille. Est-ce que, quel pourcentage de Camerounais ont droit à ça? Pourtant, vous voyez même des gens qui travaillent au Cameroun, même sans contrat, mais ils sont là, tout le monde sait, personne ne dit rien. Moi je pense que nous avons atteint un stade où la mamie bout déjà, elle bout déjà énormément. Et je crois que ceux qui dirigent, qui sont en charge, doivent prendre les mesures qui s'imposent pour le cadrer très rapidement. Parce que la mamie, elle bout déjà. Charles, cette sortie du ministre du Travail, elle vous choque? 36 000, on peut vivre décemment. Moi je dis ici qu'il faut... Et prendre du poids comme un basketteur américain. Je dis qu'il faut avoir un jour pris du goût pour le sang pour tenir certains langages. Moi je ne prononcerai jamais un tel chiffre et donner à penser qu'il peut permettre à un homme normal qui peut avoir une famille qui doit se prendre en charge de vivre. Donc je n'ai même pas envie de commander. Je pense que de commenter cela, je crois que les Camerounais qui l'ont suivi ont chacun la réponse.
Ici, ce patron-là dit, avec 36 000 francs, on ne peut pas vivre. Et Mouté ici, Robert Mouté a voulu parler ici du dialogue social. Cela n'existe pas. Et maintenant, donner l'impression que c'est les patrons qui ne respectent pas, c'est l'État. C'est l'État qui est le régulateur. Si l'État le veut, cela va changer. C'est l'État qui a décidé qu'en 1992, qu'on adopte un code unique qui était totalement à l'avantage de l'employeur. Il y a eu des explications, on a dit que parce qu'on sort d'une crise. Mais après la crise, on a permis qu'il y ait des conventions collectives. Moi, je parle de la convention que je connais le plus. La convention collective des journalistes et des métiers qui connaissent la communication sociale. En 2008, on a négocié. Robert ici disait que assez souvent, lors des négociations, les patrons réussissent à corrompre les délégués. Mais il y a des situations où, en ce qui concerne les journalistes, on n'a pas pu corrompre les délégués. Les délégués des différents syndicats ont négocié une convention, mais elle devait être d'application immédiate. Mais aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Dans cette convention, on dit que le stagiaire, on commence à la presse à 135 000. Oui. Mais dans la presse, les gens travaillent pour rien, même pas pour 20 000 francs. Je ne vais pas parler le cas de ces intermittents du spectacle qui sont là. Donc, et la faute à qui? Il revient à l'État d'imposer à ses patrons d'observer, de respecter ces conventions collectives. D'ailleurs, il est dit, ce n'est qu'après l'avoir observé qu'on peut encore solliciter une relecture. C'est-à-dire qu'une fois que la convention collective a été signée, les patrons de presse l'ont signée, les journalistes l'ont signé, l'État était là également avisé, mais elle n'est pas appliquée. Mais ce n'est pas la faute à ces patrons. Mais si j'avais été patron, j'en ferais de même. Pourquoi? Mais si je n'ai aucune contrainte, aucune obligation de respecter, nous aurions voulu que dans la presse, qu'on respecte, quitte à ce que les entreprises qui ne peuvent pas disparaissent. Ouais. Pour nous, c'est cela. Il n'y a pas que le journalisme dans la vie. Ceux qui sont journalistes peuvent faire autre chose. Mais ce n'est pas respect. C'est la faute à l'État, au régulateur, qui ne fait pas son travail. Et nous disons, beaucoup de syndicats ont travaillé. Dans le cas des confédérations, on a proposé un code que jusqu'aujourd'hui, l'État refuse d'appliquer. Qui dort? Ce code a été envoyé. On a relu ce code. J'ai eu la chance de participer à des ateliers où on relisait encore ce code. Tout y est. On a pensé à tout. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? C'est la volonté politique. Il n'y a pas une volonté politique. Nous avons l'impression que l'État tire un sérieux avantage de la situation actuelle. On a besoin de clochatiser les gens pour continuer encore à les tirer par le petit bout comme on le fait aujourd'hui. Il est facile, les corrompre, les amener à voter qui on veut. Et là, les gens n'ont pas suffisamment de ressources pour se défendre, pour dénoncer. Donc, jusqu'aujourd'hui, je dis, c'est l'État du Cameroun qui est responsable. Et les travailleurs doivent s'organiser parce que je vois parfois entre nous, on pense que c'est en allant dénoncer tel auprès du patron pour avoir un poste qu'on va s'en sortir. Non, on doit être suffisamment soudé. Je l'ai vu dans la presse, on commence à y arriver. Mais il faut que les forces, qu'on puisse encore davantage essayer de travailler en synergie, de mettre en commun les forces publiques. Car l'ennemi, le premier ennemi, aujourd'hui, c'est d'abord l'État, ceux qui nous gouvernent. Et à côté d'eux, il y a les patrons, parce qu'il faut le dire. Je pense que sinon on pourrait construire une véritable armée, prendre parfois en otage même les patrons, en commençant par les patrons de presse. Je vais dire sur ce plateau, il n'y a aucun organe de presse privé, aucune entreprise de presse privée à l'heure actuelle qui n'ait pas d'arrière de salaire. Je dis, il y en a, je dis bien aucune entreprise. Je suis sur Equinox, c'est un groupe de presse qui a également un organe de presse. Donc même le groupe est concerné. Donc il n'y en a aucun au Cameroun. Et il y en a dans certains où on cumule déjà 36 des années d'arrière salaire. Quand il dit 36 mois, c'est peu. Qui cumule 5 à 6 ans d'arrière de salaire. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas acceptable. Et ça, ceux qui gèrent ce pays le savent. Nous devons nous mobiliser et ensemble faire bouger les lignes. Je pense que si l'État, de là où il est, nous dépasse, les patrons de presse ne pourraient pas le dépasser. Charles Ngafonga, vous parlez du groupe Equinox. Vous savez ce qui se passe ici? Mais je vous ai dit que il n'y a aucune entreprise de presse au Cameroun à l'heure actuelle qui soit titulaire d'un organe de presse qui n'ait pas des arrière salaires. Assez souvent, les patrons transforment les mois de 30 jours en 50 ou encore en 60 jours. C'est-à-dire que vous êtes censé être payé le 30 ou le 5. On vous paye le 15 et le mois qui suit, on renvoie au 30 et progressivement, à la fin d'année, vous vous retrouvez avec 2-3 mois d'arrière salaire. Donc, si certains ne voient pas que là, c'est l'arrière salaire, mais en réalité, à la fin d'année, comptabiliser le nombre d'arrière salaire, le nombre de mois où il a eu le salaire, vous verrez bien que c'est entre 9 et 10 mois. Luc Nyodok, au niveau de dans l'enseignement, vous plaignez de ce fossé-là entre les enseignants du privé et ceux du public. C'est-à-dire les fonctionnaires, je parle du effectivement, me permettez, avant de répondre à votre question, de réagir déjà aux propos de mes panélistes pour atténuer ou apporter quelque chose dans leur dire.
Je veux prendre le cas du camarade Fongan. Effectivement, c'est votre syndicaliste. Oui. Il ne faut pas dédouaner les travailleurs. Oui. Les travailleurs sont en partie responsables de ce qui leur arrive. Malheureusement, nous sommes dans une culture où il y en a qui estiment que il y a quelqu'un quelque part qui doit régir leur vie, qui doit décider ce qui est bon pour eux et le leur apporter, et ce qui est mauvais, le leur enlever. Malheureusement, sous le soleil, sur la terre des hommes, c'est pas possible. Il se trouve donc que si les travailleurs en général croupissent dans cette situation de précarité ou de misère, ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils ne veulent pas poser les actes qu'il faut pour que les choses bougent. Il l'a dit tout à l'heure, si on met, déjà on le constate régulièrement, lorsqu'on prend un travailleur, on lui confie un poste, immédiatement, il devient plus dangereux que le patron. Parfois, on préfère avoir affaire au patron qu'à se nommer là. Parce qu'il devient beaucoup plus exigeant, beaucoup plus incompréhensif. Alors, cela étant dit, par rapport à madame a réagi tout à l'heure par rapport au SMIC, à votre question. Oui. Il a dit que le gouvernement n'était pas de mauvaise foi. Madame, je vous comprends, mais tolérez que je vous dise qu'il y a pour nous une réelle mauvaise foi. Parce que ne pas dire qu'il y a mauvaise foi, pour moi c'est une insulte à l'endroit de ces intelligences qui nous dirigent. Il y a mauvaise foi. Ils sont suffisamment équipés d'experts pour comprendre que le développement d'un pays se repose aussi sur le degré de rémunération de ces travailleurs. On ne peut pas émerger avec des travailleurs immergés. Il n'est pas possible qu'avec des petits salaires, quand on tient compte de tout ce que l'État récupère dans les différents salaires, en termes de pourcentage, que gagne l'État derrière un salaire de 30 000 francs? C'est même pas imposé. Ce n'est même pas imposé en fait. C'est pas imposé. C'est pas imposé. Donc l'État perd. Et dans cette perte, l'État permet aux employeurs de s'enrichir davantage. Il réduit donc la masse d'argent qu'ils pouvaient récolter pour la marche du pays, en laissant cette masse entre une poignée de personnes. Et avec notre régime déclaratif des impôts, des taxes, il se trouve qu'il n'y a même pas de bonne déclaration. Toutes les déclarations, au moins à 80%, sont fausses. Mais dans nos établissements scolaires par exemple, oui, vous trouvez que ce laxisme fait que personne, alors très peu sont en règle. Nous parlerons par exemple, on a évoqué le cas de la convention collective, qui n'existe pas dans l'enseignement privé depuis 176 ans. Parce que c'est depuis 1843 que la première école privée a été créée. Mais il n'existe pas de convention collective. Or, on pouvait contourner cet aspect si les déclarations d'établissement prévues par la loi, le code 92 en l'occurrence, si ces déclarations étaient faites. Mais là encore, très peu d'établissements scolaires, comme c'est le milieu que je fréquente, oui, ont des déclarations. Parce que dans ces déclarations, vous devez déclarer quelle convention collective vous appartenez. Et c'est obligatoire. Alinéa 2. Toute entreprise doit déclarer, sauf les entreprises publiques. Mais tout se passe aussi également comme si l'État n'était pas au courant. C'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Nous disons donc qu'il y a mauvaise foi, oui, parce que le Cameroun aujourd'hui, au lieu que ce soit vraiment un État où il y a des gens qui se préoccupent de son avenir, c'est des individus qui sont l'État et qui font tout à leur goût, à leur profit. Parce que, je ne vous apprends rien, tous ces fonctionnaires et autres qui officient au nom de l'État profitent de ces poches de richesses qu'ils créent entre les mains de certaines personnes. Parce que c'est grâce à ça qu'ils investissent. C'est grâce à ça, parce qu'il suffit d'arriver, on n'a pas déclaré, on n'a pas satisfait à telle exigence de la loi, alors vous êtes accompagné en sortant avec un bon sourire qu'on place dans la poche. Vous voyez, tout cela ne permet pas, on ne peut pas dire qu'il y a mauvaise foi, qu'il y a ignorance.
il y a mauvaise foi. Okay. Je continuerai avec le... Oui, vous permettez, parce que j'ai vu le docteur Timi réagir à vos propos. Oui, je voudrais réagir. J'ai dit que je ne peux pas dire que c'est une mauvaise foi, mais je dis c'est un manque de réalisme. Le gouvernement vit dans l'irréalisme. Le Cameroun, vous voyez comment l'État est décentralisé. Après les ministres, on a les délégués régionaux, on a les délégués départementaux, on a les délégués d'arrondissement. Et les rapports se font de l'arrondissement vers le ministre. Il faut savoir ce que le délégué d'arrondissement fait comme rapport au délégué départemental, le délégué départemental au délégué régional et ce qui remonte chez le ministre. Parce que si le délégué d'arrondissement, le délégué départemental dit que les 36 000 francs ne posent aucun problème, les gens sont dans la paix, ils vivent dans l'harmonie, ils vivent très bien. Mais écoutez, le ministre qui ne descend jamais sur le terrain, qui ne connaît pas la réalité, vous dira que 36 000 francs, on vit très bien avec 36 000 francs. C'est ça le véritable problème. Monsieur Moutet l'a souligné, ces fonctionnaires qui profitent de ces situations, ils savent bien que c'est des situations difficiles, mais c'est pour eux les moyens aujourd'hui de se faire de l'argent. Parce que quand ils viennent dans les entreprises, ce n'est pas pour voir quelle est la condition des travailleurs, absolument, mais c'est pour chercher à se remplir les poches. Après, ils font des rapports au ministre pour leur dire tout va bien, tout se passe bien, le dialogue social est en place, ainsi de suite. Nous demandons au ministre de descendre. Voilà, même s'ils ont des rapports qui viennent vérifier. Voilà, justement, j'allais justement demander, et Charles a dit... Ces rapports-là sont réels. Charles a dit, il a renchéri en disant qu'ils ne sont pas nés ministres. Est-ce que quand on est ministre, on oublie la réalité? Eh bien, c'est la situation du Cameroun. Par le passé, les ministres étaient des super-hommes. Je pense qu'avec le nouveau Premier ministre aujourd'hui, les choses ont commencé à bouger. Et nous devons garder espoir, oui. Les choses ont commencé à bouger. Nous devons garder espoir. Docteur Jimmy, on peut sourire. Oui, allez-y. Non, mais moi, je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple du secteur pétrolier que je connais. Et on ne peut pas dire que les gens ne savent pas ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Un secteur comme celui-là, si vous prenez par exemple, si on a 500 expatriés qui travaillent au Cameroun, au moins 300 n'ont pas de contrat. Ils travaillent sans contrat. Et tout le monde le sait. Et c'est des milliards que l'État perd. Parce que vous voyez, on vous dit oui, c'est un système particulier où les gens restent en Europe, aux États-Unis, ils viennent travailler 4 semaines, 6 semaines au Cameroun, après ils rentrent 4 semaines, 6 semaines, mais ils le font depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ils ont des passeports de touristes ou passeports d'affaires. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, quel est ce tourisme que tu fais dans un même pays? Et quand tu peux voir, quand quelqu'un signe un contrat, il y a des frais qu'on paye. L'État perd tout cet argent. Et c'est le poste que le Camerounais devait occuper, qui ne peut pas occuper, parce qu'on vous dit, oui, il y a ceci, il y a cela, c'est celui qui doit partir, qui doit vous dire que vous êtes prêt à le remplacer. Et tant qu'il ne le dit pas, vous ne le remplacez pas. Et il y en a qui sont depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'État paye beaucoup d'argent. Jusqu'au ministère, tout le monde est au courant. À la SNH, tout le monde est au courant. Mais ils vous diront que c'est un système pétrolier. Ça ne veut rien dire. Il faut des contrats pour tout le monde. Et quand vous allez regarder dans les contrats, vous demandez les diplômes aux gens. Ils n'ont pas de diplôme pour beaucoup. Sur 300, si vous en trouvez 50 qui sont diplômés, c'est beaucoup. Les autres, c'est des manœuvres qu'on a fait venir, on leur donne des... C'est un exemple comme ça pour dire qu'on ne peut pas dire que l'État ne connaît pas. L'État sait ce qui se passe. Mais comme ces gens travaillent et qu'il faut les laisser passer travailler, évidemment, il y a des rétrocommissions qui circulent de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'un employé qui gagne 36 000 francs peut vivre. Ok. Charles, pourquoi, selon vous, la révalorisation des salaires pose problème à certains employeurs? Moi, je pense qu'ils n'ont pas de contrat ou encore une obligation. C'est-à-dire, j'ai dit ici que si j'avais été patron, moi, je pourrais en faire de même. Pourquoi? Si vous n'avez pas, je ne sais pas, une contrainte, les pays dans le caisse, si vous n'avez pas des contraintes, je ne sais pas, une disposition qui vous oblige à respecter cela et qu'un contrat suive, vous ne le respecterez pas. Pourquoi? Mais ils veulent gagner plus. Ils veulent gagner beaucoup plus d'argent. Une entreprise qui s'installe et qui sait qu'elle peut payer des petits salaires et avoir le rendement qu'elle souhaite, elle va le faire. Donc le but, c'est que les entreprises sont là pour c'est des capitalistes. Ils sont là pour gagner, pour se faire de l'argent. Tant que l'État ne frappe pas la main sur la table, tant que nos fonctionnaires
qui sont chargés du contrôle ne font pas véritablement leur travail, je pense que les patrons vont se comporter de la sorte. On va dire qu'ils sont méchants, non, c'est pas être méchant, c'est la loi du capitalisme. Et l'autre problème, c'est que, comme l'a si bien dit mon camarade Nyomok ici sur ce plateau, les travailleurs doivent se mobiliser. Tout est rapport de force. Si les travailleurs réussissent à construire un rapport de force qui leur est favorable face aux patrons et même face à ceux qui gèrent ce pays, les choses vont changer. Vous avez vu assez souvent, pour obtenir parfois des petits avantages, il faut descendre dans la rue. Chaque fois qu'on descend dans la rue, on va voir le gouverneur se mobiliser. On va voir le préfet dans les établissements. Quand les enseignants ne sont pas payés et qui le clament fort, qui décident de barricader la route, on voit ces autorités-là descendre et très vite, la solution est trouvée. Donc si on construit un rapport de force qui est véritablement favorable aux travailleurs, les choses vont changer. Comme on l'a dit, je suis donc d'accord avec lui que nous sommes, les travailleurs, nous-mêmes, assez responsables. Pas de responsabilité. Charles, vous êtes journaliste, vous avez dû suivre ce qui se passe avec les délégués du personnel au niveau de la communauté urbaine de Douala. Oui, mais c'est rien ne bouge. Mais ça ne bouge pas beaucoup. Non, ils sont même allés jusqu'à faire une grève de la faim, ils ont campé devant la CUD, mais rien ne bouge. Mais là encore, nous disons, quand il y a un rapport de force, c'est lui qui peut donc faire bouger les lignes, c'est les pouvoirs publics. Oui. Donc aujourd'hui, comment est-ce que un délégué au gouvernement nommé par la République peut être au-dessus des lois de la République? Comment il peut piétiner des décisions qui ont été prises par un ministre de la République? Je pense que même sur le plan protocolaire, le ministre est au-dessus, le ministre avait le gouvernement. Non, j'ai dit c'est donc cela. C'est la force du décret. C'est simplement parce qu'on peut dire qu'on n'est plus gouverné. Chacun est président. Chacun pense être président où il se trouve et on laisse faire. À partir du moment où on laisse faire, cela donne des ailes, donne le pouvoir à un délégué du gouvernement. On ne peut pas comprendre. À partir du moment que le ministre a pris une telle décision, ça devait être respecté. C'est simple à comprendre, Forga. Ça veut dire que Robert, permettez, je sais que vous serez un peu plus long, permettez au docteur de... Puis je vous passe la parole. Docteur Timi. Oui, je voudrais dire que tout ceci se voit et on le constate aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est-à-dire avoir des engagements et des obligations. Quand je dis obligations, c'est quoi? Nous sommes membres de l'Organisation internationale du travail. L'OIT. L'OIT a des conventions, l'OIT a des recommandations. Le gouvernement ne veut pas ratifier certaines conventions importantes pour la sécurité du travailleur, pour même la stabilité de l'emploi, pour l'amélioration des conditions de l'emploi et même pour le dialogue social. Il y a des conventions que l'État ne veut pas ratifier. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je défends la ruralité. Voyez-vous, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas ratifié la convention sur l'inspection du travail dans le milieu de l'agriculture. Alors, pensez-vous on peut savoir ce qui se passe dans les entreprises agricoles? Non, pas du tout. Et dans plusieurs entreprises et dans plusieurs domaines aujourd'hui, moi je suis médecin de travail, la convention 155 sur la sécurité et la santé au travail, c'est la base. C'est la base pour respecter le travailleur en matière de santé et sécurité dans une entreprise. Le gouvernement ne l'a pas ratifié. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut attendre? On va parler de quelle protection? Les conventions sur la protection sociale ne sont pas ratifiées. Les conventions sur le travail des immigrés ou des migrants ne sont pas ratifiées. Donc, ils n'ont aucune obligation. Aucune pression. Aucune pression. Parce que quand on va à Genève chaque année pour l'Assemblée Générale et tout, il n'y a aucune pression sur la tête. Donc, on parle de ce qu'on a ratifié. On sait très bien que ce qu'on a ratifié ne peut pas faire bouger les choses dans le pays. Le travailleur ne peut pas être payé. Moi, j'étais en train d'essayer d'aller dans le sens de Forga, parce que vous savez, quand on dit que les ministres prennent des initiatives, les responsables d'entreprise refusent d'appliquer les décisions ministérielles. Mais en fait, il faut aller regarder de très près. Derrière, ce n'est pas que ils sont incapables, le ministre est incapable d'imposer. Mais jamais on peut avoir les collaborateurs du ministre, on fait des rétrocommissions, on leur donne des sous. Ceux qui trouvent dans le code du travail, dans les lois, des articles qui permettent de contourner le problème. Et du coup, le ministre se trouve parfois embarrassé. Parce que son propre collaborateur lui dit non, vraiment, dans cette histoire excellence, le délégué du gouvernement n'a pas si tort que ça et tout, alors qu'il a été corrompu. Vous comprenez? Le ministre n'est pas spécialiste de tout. Le ministre est là pour diriger le département ministériel, mais il a des collaborateurs qui doivent l'aider à comprendre les problèmes spécifiques et techniques. Donc, quand le collaborateur en charge vient lui dire que non, cette histoire de déléguer la communauté, vraiment, c'est vrai que les enfants là font du boucan, mais ils n'ont pas si raison que ça. Et donc, voilà. Mais entre-temps, il a reçu une enveloppe.
Ok, il ne va pas dire au ministre qu'il a reçu. Moi, je peux dire, je connais les situations, le ministre même actuel du Travail a fait des enquêtes pour savoir si ses collaborateurs n'avaient pas été corrompus dans certaines situations. Et j'ai confirmé, je lui ai dit. Ok. Luc Miombo? Oui, la situation est déplorable à tous les niveaux. Chez nous, dans l'enseignement privé également, c'est la même chose. Vous parlez de licenciement des délégués du personnel sans autorisation préalable, comme la loi l'exige. Nous connaissons le cas des enseignants catholiques, il y a cela 3 ans ou 4 ans déjà. Ils sont passés par la même étape. Seulement, je ne sais pas comment ceux de la communauté urbaine ont progressé, mais les autres, comme on ne peut pas, l'État se refuse d'imposer un travailleur à un employeur. Toutefois, cet État demande que, dès lors qu'il refuse le licenciement d'un travailleur, il n'y a plus 1000 solutions, l'employeur est tenu de payer tout ce qu'il faut pour que cet ouvrier-là, ce travailleur-là parte. Il se trouve malheureusement que le problème de l'enseignement catholique, par exemple, les délégués sont au tribunal depuis 3 ans déjà. 2016. Alors, monsieur le juge a trouvé la fois dernière, c'est là à peine un mois, que, bon, comme le conseil de l'archidiocèse, entre-temps, a porté plainte contre le syndicat, contre certains travailleurs, depuis 3 ans, la plainte a été portée depuis 3 ans. Et comme cette plainte, au niveau chez le procureur n'a jamais engagé la suite. On ne sait même pas où se trouve où est suspendu le problème. Et le juge trouve bon de faire donc, de déclarer que il ne pourra se prononcer pour le cas des délégués licenciés que lorsque l'autre affaire introduite par le conseil de l'archidiocèse aura connu des dénouements. Alors, c'est un dilatoire quand même diabolique. Ce qui nous fait dire que dans cette destruction passive et lente du Cameroun, même ceux qui prétendent être patriotiques ou patriotes sont les grands pourfendeurs, les grands destructeurs du pays. En l'occurrence, c'est ces personnes-là au-dessus de tout soupçon. Je voudrais dire, pour atténuer un peu l'affaire des salaires et les décisions, la loi 92 qui prévoit la négociation, comme l'a évoqué monsieur Moutet tout à l'heure. Le travailleur. Oui, en réalité, il y a une mauvaise exploitation des textes. Pourtant, les textes sont bien clairs. Il ne s'agit pas de négociation de salaire. Il s'agit de négociation des catégories de salaire. Et ceci à la base des conventions. Donc c'est pas... Et nous trouvons cette situation sur le terrain aujourd'hui où les gens partent négocier les salaires. Et il y a les salaires qui n'ont aucune catégorie. Ce qui pose un problème. Oui. Parce que devant un contentieux, on ne peut pas défendre ce cas clairement parce qu'on a un salaire qui est donné, mais qui n'a pas de catégorie. Donc, il faut que ça soit clair pour tous les travailleurs. La loi portant sur le salaire dit bien que la négociation se fait sur des catégories à la lumière des conventions collectives ou des conventions d'établissement, si elles existent. Mais de toutes les façons, il est prévu dans le Code 92 que toute entreprise doit déclarer sa convention, la convention qu'elle applique. Tant que nous n'avons pas de convention collective dans l'enseignement privé, ces établissements privés doivent être dans une convention. C'est le Code du travail qui le dit et ils doivent appliquer le Code. Mais ils se mettre sur pied une association politique pour aller vers la conquête des suffrages durant les législatives et les municipales, mais à sa grande surprise, ces activités ont été interdites dans le département d'Union-Ekele, du moins dans certains arrondissements. Il compte saisir la justice pour épuiser toutes les voies de recours sur le plan légal afin de contester cette décision de l'autorité administrative. Voilà, c'est donc l'essentiel de l'Equinoxe Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite Equinoxe Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.
La suite Equinox Soir, toujours en compagnie de Luc Nyomok, Charles Gafongan, Dr Christian Timi et Robert Mouté Ambassa. Robert Mouté Ambassa, je commence avec vous. Vous avez suivi cette actualité de Cabral Libye. Il fait comprendre, il a voulu tenir un meeting, on va dire, de son mouvement 11 millions de citoyens. Il a obtenu le récépissé du sous-préfet, mais le jour de la manifestation, interdiction. Comment vous comprenez ça? Ben, disons que c'est une actualité que je n'ai pas suivie, je découvre l'antenne effectivement, mais l'explication que je peux me donner à moi, parce que je suis quand même l'actualité, je sais que depuis quelque temps, Cabral Libye et par le parti Univers ne sont plus en phase, donc il y a de fortes chances qu'il n'ait plus l'autorisation de fonctionner au nom du parti Univers. Parce que s'il a fait une demande au nom du parti Univers, je suis sûr que cette demande serait passée. Parce que d'après ce que j'ai cru entendre dire son directeur de cabinet d'énervement, Armand Ocol, oui, la plateforme existe toujours. Oui. Ils ne l'ont pas encore rempli. Donc ça veut dire que Cabral peut continuer à travailler au nom du parti de l'Univers. Maintenant, il a déposé un dossier pour 11 millions de citoyens qui n'a pas encore abouti. Et donc, ça reste une association. Les citoyens. Oui, disons, le parti politique, ce sera les citoyens. En abrégé les citoyens. Oui. Apparemment, c'est comme ça que c'est libéré, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait qu'il ne peut pas encore exercer dans cette position de 11 millions de citoyens tant que son parti n'a pas été légalisé officiellement. Alors, est-ce que ça demande, là où il est parti, est au nom du parti Univers? Si c'est au nom du parti Univers, je pense qu'il avait droit de tenir ce meeting. Maintenant, si ce n'est pas au nom du parti Univers, que c'est au nom de 11 millions de citoyens, je crois que le parti n'est pas encore légalisé et je crois que le sous-préfet a peut-être raison de le dire. Hein. Moi, j'analyse okay, là, en voyant un show sur le truc parce que je suis surpris, hein, parce que je n'ai pas suivi l'actualité durant la journée et hier non plus, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je suppose seulement que s'il est venu à 11 millions de citoyens, tout le monde le sait jusqu'à présent, ce parti n'est pas encore légalisé. Ça reste l'association que tout le monde a connue et l'association n'est pas autorisée à exercer des activités politiques. Généralement, okay, les associations sont apolitiques. Ok. Docteur Timi, comment comprendre qu'il ait obtenu le récépissé lors du dépôt, lors de la déclaration et que le jour de la manifestation, on lui oppose l'interdiction? Moi, je vais déjà dire que le sous-préfet qui lui a... sous-préfet de Bioa. Oui, le sous-préfet qui lui a accordé l'autorisation de manifester était de bonne foi. On voit qu'au départ, il était de bonne foi. Alors, il pensait certainement que M. Cabral organisait une activité non apolitique, oui, parce que c'était dans le cadre certainement de son association. 11 millions de citoyens. 11 millions, voilà, qui n'est même pas encore légalisé. Donc il se trouve que le jour où il doit organiser son meeting, on lui dit que ce n'est pas possible, certainement parce qu'on a constaté que ce n'était pas... l'ordre du jour n'était pas simplement associatif, mais c'était aussi à caractère politique. Il doit reconnaître que pour le moment... il ne peut plus officiellement lui-même à la tête organiser un meeting politique sans que le président du parti de l'Univers soit avec lui, je pense, si j'analyse mal. Donc M. Cabral doit souffrir un peu d'attendre que son association ou son parti soit légalisé pour organiser des meetings politiques ou des réunions à caractère politique. Oui, Charles Gafongan, on est troublé là, hein? Oui. 11 millions de citoyens, Univers, les citoyens. Cabral Libye, il dit qu'on lui a fait savoir qu'il était suspendu de toute activité politique. C'est quand même grave là. Oui, je crois que c'est un peu l'incongruité, c'est-à-dire que vous faites une demande, vous obtenez ce qui peut être considéré comme une autorisation. Et le jour où quelqu'un arrive pour vous brandir, je ne sais pas s'il y a la même personne, hein? La même personne arrive pour vous dire vous êtes interdit d'activité politique, mais il fallait lui brandir cette interdiction-là qui doit être écrite. Mais est-ce que la même personne qui autorise n'a pas le droit d'interdire? Non, mais cette fois-ci, les raisons qu'il avance ne sont pas véritablement fondées. Dit simplement que vous êtes interdit. Maintenant, qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui peut justifier ce changement de vis-à-vis de Cabral Libye? On ne comprend pas. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi
ces activités-là portent atteinte à l'ordre public. C'est assez souvent pour ces raisons. Non, assez souvent pour ces raisons-là. Mais maintenant, je dis, si tant est... Le motif serait pas trouble à l'ordre public, Charles. Le motif, c'est interdiction d'activité politique. Oui. Que lui, Cabral, il dit que c'est lui. Lui, Cabral. Bon, en fait, jusqu'à présent, c'est lui qui le dit. Mais moi, j'avais dit ce qui m'intéressait le plus à suivre ce journal, ce n'était pas Cabral et bien pour moi. Non, on va y revenir. On va rester d'abord sur Cabral. Oui, mais peut-être pas. Ça vous surprend cette situation? Oui, ça me surprend, c'est d'autant plus qu'il n'est pas à ses débuts. Les rencontres depuis un certain temps, il en fait pratiquement dans toute la République depuis un certain temps. Et que subitement, il y a une telle réaction. Sous la bannière de 11 millions. Sous la bannière de 11 millions aussi, puisque j'ai eu à prendre part à une de ces... Oui. Vous parlez de la période post-présidentielle? Non, post-présidentielle, bien sûr. Oui. Ça fait à peine... Il a fait on a vu Cabral le faire le mois. Oui. Précisément à l'arrondissement d'Iban. Oui. L'arrondissement d'Iban. Faut qu'on soit clair. Oui. Sous la bannière de 11 millions de citoyens. Oui. Là, le sous-préfet d'Iban, il n'a pas trouvé de problème. On n'a pas trouvé à redire. Oui. Tout s'est passé. Il a fait le tour du département d'Union Télé. Oui, il a fait. Bon, alors, curieusement, ce département aussi dans l'Union Télé. Oui. Alors comme disait le camarade Fongan tout à l'heure, il y a quand même, faut éviter certaines choses qui créent des situations qui ne devaient pas exister. Déjà que l'administration se surprenne comme ça dans des attitudes de ce genre. Surtout après avoir délivré le récépissé. Ça n'honore pas, ça ne montre pas le sérieux au niveau du travail de l'administration. Et puis pour le commun des citoyens, tout ce qu'on est prêt à voir là, c'est un certain acharnement contre un individu ou une action. Et on le redoute déjà. En fait, c'est ce que nous, au niveau du commun des peuples, nous voyons déjà que si on l'interdit, c'est parce qu'on redoute quelque part sa puissance. Et c'est ce que nous, au niveau du commun des citoyens, nous comprenons. Parce que c'est d'autant plus que dans ce que nous avons, dans les explications que nous avons apprises lors de sa conférence de presse, de lui-même, il ne ressort pas assez que l'interdiction a été suffisamment motivée. Vous êtes interdit d'activité politique. Pour quelle raison? On aurait quand même pu apporter quelque chose qui puisse aider à la compréhension, à la bonne compréhension. Mais sinon, nous, on s'en tient, on va se limiter à comprendre que peut-être qu'on est en train de redouter qu'il fasse basculer cet arrondissement qui est entre les mains du RDPC. En fait, c'est ça. Ah, ça, c'est votre perception? Oui, c'est ma perception. Puisque, après, ce qui est vrai, c'est que cet arrondissement est entre les mains du RDPC. Donc, avec Cabral, l'administration a peur que... Mais, sauf que, vous savez avec moi, que c'est quand on interdit une chose qu'elle devient beaucoup plus intéressante. Ah bon? Oui. Parce que c'est ce que peut-être nos hommes politiques, nos leaders, nos dirigeants n'essayent pas de comprendre. Parce que, permettez que je fasse cette digression. Oui, on sait où vous voulez en venir. Oui, le problème, par exemple, Kamto aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je dis que oui, parce qu'on est en train à travers ces choses-là, ces comportements-là, on rend la MRC plus important pour vous. Oui, mais bien sûr. Je peux même penser, peut-être à tort, que si ce monsieur est libéré maintenant, il risque de faire... ça risque de faire un tel grand bruit dans le public, parce qu'il sera un héros. Il sera un héros, alors qu'en entrant, il avait moins d'aura que ce qu'il va récolter. Et c'est pourquoi je profite pour dire à M. Moutet, j'ai toujours l'habitude de suivre ses interventions. Et il avait dit que Maurice Kamto, il avait pris tout le monde au piège, surtout le gouvernement de la RDPC, et il est tombé dans le piège. C'est exactement, c'est ma lecture également. C'est ma lecture également. Donc, que Cabral, qu'il ait eu préalablement une récépissé, il ne trouve aucun problème, et que le matin on réagit en disant bon, interdit toute activité politique sans autre chose, sans motiver, sans donner plus de contenu à l'interdiction. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas intéressant. Robert Mouté-Ambassa, dites-nous, vous qui discutez avec ces gens-là qui nous dirigent, comment ils voient ce Cameroun quand ils prennent souvent ce genre de décision? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Toujours sur le dossier de Cabral. Oui, oui. Parce qu'on donne le récépissé, puis après, le jour dit, comme ça, là, disons que on interdit. Comment comprendre ça? On veut. Mon analyse est simple. Oui. Mon analyse est simple. Il y a le parti Univers, il y a 11 millions de citoyens associations, Oui. il y a 11 millions de citoyens partis, les citoyens. Alors, pendant la campagne, Cabral était 11 millions. Il était Univers. parti Univers. Et après la campagne, tout le monde a bien vu qu'il y a eu de petites tensions entre son mouvement et Univers. Ses collaborateurs ont fait des déclarations, lui-même il en a fait. Mais le pacte, le contrat entre les deux existait toujours. Il n'a pas été dénoncé. Maintenant, sur le terrain, est-ce que la demande qu'il a faite a été faite au nom du parti Univers, ou bien au nom de 11 millions de citoyens associations, ou bien 11 millions de citoyens, les citoyens, c'est-à-dire le parti politique? Si c'est 11 millions de citoyens tels qu'on a vu dans le reportage, il faut déjà enlever le parti politique. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le MINAC n'a pas encore validé, autorisé son parti. Donc il ne peut être venu que comme association. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'association, tout le monde sait que dans les statuts d'association, elles sont apolitiques. Donc, s'il veut parler politique, alors que l'association est apolitique, le sous-préfet est en droit. Maintenant, il a donné... Le sous-préfet n'a pas vu tout ça lorsqu'il accordait le récépissé? Mais il peut ne pas avoir vu. Plus tard. Je l'avais dit quelque part, vous savez, c'est pas tout le monde qui entre dans les normes qui sort qui est bon. Hein. Il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les mauvais. Donc maintenant, moi je pense que le sous-préfet, s'il a donné l'autorisation, soit il n'a pas été vigilant. Et c'est une dame. Hein. Soit il n'a pas été vigilant. C'est une dame. Soit il n'a pas été vigilant. Non, les dames soit sont pas vigilantes. Il a reçu. C'est rare. C'est moi qui parle. Donc, soit il n'a pas été vigilant, soit il a reçu des instructions de sa hiérarchie, qui a reçu copie et qui a dû lui dire vérifie bien ce monsieur, 11 millions, n'est pas encore parti politique, et ça l'a réveillé. Et là, Robert Moutan, on est un peu gêné. On est un peu gêné. Tout le monde est gêné. Voilà, Luc Nyomank a dit que Cabral Libye a fait le tour, hein, sous cette bannière. Je ne crois pas que avant Bioa, il a fait ses tours, ses manifestations sous la bannière de Univers. Voilà, pourquoi là-bas c'est passé? Pourquoi ça vient coincer à Bioa? Au moment où il faisait les premières sorties, personne n'avait fait attention parce que tout le monde était concentré sur Kanto. Et maintenant que quand tu as baissé un peu d'un cran, et on essaie de regarder le père Cabral. Je suppose que c'est ça. Charles, ça nous a dit que ce sujet. Sur ce sujet. Oui, pourquoi nous sommes habitués à ces incongruités? C'est-à-dire que je pense même que cela déteint sur la responsabilité, sur même les qualités même de cet administrateur. C'est-à-dire qu'il dit une chose aujourd'hui et le matérialiser à travers... Vous excluez les pressions? Oui, est-ce qu'il peut avoir... C'est les pressions, je crois que... Voilà, est-ce que... Je crois que Robert Moutina voulu le dire ici. En fait, il y a eu des pressions. Il a sûrement reçu des injonctions de sa hiérarchie. Je crois qu'il n'y a que cela qui peut justifier cette dame. Elle a fait son travail de façon à la régulière et malheureusement pour elle, moi j'ai envie de croire qu'elle a reçu une injonction de sa hiérarchie pour interdire le meeting pour les raisons que peut-être Robert est indiqué ici. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose sur le dossier Cabral? Je ne suis pas beaucoup Cabral Libye, hein, mais je voulais seulement dire, pour ceux qui disent qu'il a fait une tournée il y a 2 mois, je ne sais pas quel était le contenu de sa tournée. Est-ce que c'était le même contenu que ce meeting qui a été... Non, je crois que l'objet c'est le même depuis... C'est le même objet, je sais pas. Depuis la présidentielle, voilà. Toujours booster les gens, amener les gens à s'inscrire. Amener les gens à s'inscrire et amener les gens à adhérer à son parti politique, c'est 2 choses différentes. Moi-même, je peux me lever. Oui, vous n'avez pas suivi. Moi, c'est ce que j'ai suivi. Hein. Amener les gens à militer dans son parti. C'est ça, c'était l'objet aujourd'hui. Moi, je pense que s'il amène les gens à s'inscrire, moi-même, je peux demander l'autorisation pour demander aux gens de s'inscrire. Tout citoyen peut le faire. Mais amener les gens à adhérer au parti politique, à s'engager dans la politique, à adhérer dans son parti, ça devient politique et ce n'est plus du tout la même chose. Donc, il attend que son parti soit légalisé pour amener les gens à militer. Le gouvernement ne semble pas être d'accord avec vous. Alors, peut-être que madame est beaucoup plus avancée en information, mais pour le peu que je connais, pour avoir pris part
de ce meeting, il n'était pas question de dire aux gens venez inscrire dans mon parti. Non, on parle du reportage. Du reportage. Moi, j'ai suivi. Oui, mais justement, est-ce que dans ce reportage, on nous a dit l'objet même, puisqu'il n'a même pas eu le temps de prendre la parole pour dire quoi l'objet de sa présence. Il lui a été servi la fin de non-tenue de sa rencontre. Mais dans les commentaires... Non, là, ça c'est la conférence. La conférence de la conférence. Il explique pourquoi, il a convoqué le meeting de BUA a été interdit finalement. Oui. Bon, mais est-ce il a dit là qu'il venait expliquer aux gens de venir adhérer? C'est ce qu'il a dit. Qu'il a dit qu'il appelle les gens de venir adhérer. Solliciter les jeunes à adhérer au parti 11 millions. Charles Gaponga. Moi, j'ai dit que j'ai... Oui, justement. Allons-y sur le deuxième. Vous dites que c'est pas ça qui vous a intéressé dans ce journal? Oui, ce qui m'a intéressé, c'est la présence du ministre. C'était un public, mais il est passé à la fin du journal là. C'est la présence du ministre à l'entreprise Bianci, l'agence Bianci, qui est une agence purement camerounaise, qui ressurgit assez tendre en dehors du Cameroun, ce qui est une très bonne chose. Mais voyez-vous, le ministre du Travail assez souvent ne visite pas les entreprises, n'importe quelle entreprise. On s'est même rendu compte qu'il y a des privilégiés. Et ce n'est pas les privilèges gratuits assez souvent pour qu'un ministre se déplace comme ça, alors qu'on dit que vous êtes ministre du Travail. Mais on se rend compte qu'il y a des travailleurs privilégiés chez qui le ministre va lui-même remettre les médailles, alors qu'ailleurs, c'est du faux, c'est de bouillie. Et il y a une deuxième chose que j'ai vue dans le journal là. Qu'est-ce que le gouverneur, tous ces autorités-là viennent faire lors d'une fête de travail, célébration du 1er mai? Ils n'ont absolument rien à voir avec ça. J'ai vu ailleurs. Ça, oui. En 2005, j'ai participé à la fête de travail le 1er mai en France. En 2006, j'étais à Montpellier. À Montpellier, CGT, j'ai eu à défiler. Mais nous n'avons pas vu. On a fini le défilé à partir des arceaux. On est venu devant la préfecture l'Hérault pour obliger le préfet à sortir. Il se cachait sur les autorités. Ils ne sortent pas, ils n'osent pas affronter les travailleurs syndicalistes. Mais ici, vous voyez, le gouverneur, il est là, on lui tend le micro. Mais il n'y a pas leur place. On va aujourd'hui au Cameroun. C'est les pouvoirs publics qui récupèrent le thème, qui organisent les tables rondes. Ce n'est pas leur rôle. On comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils font tout pour récupérer cette fête, mais qui n'est pas. On célèbre les travailleurs, on célèbre les efforts qui ont été faits les travailleurs pour l'amélioration des conditions de vie. Et c'est le jour où ces travailleurs doivent davantage dénoncer. Mais on voit que c'est les célébrations. Mais à côté de ces pouvoirs publics, il y a les travailleurs eux-mêmes. Les gens se livrent à des agapes. Les gens n'ont pas reçu salaire pendant 4 mois, 5 mois. Voyez-vous, ils ont le même salaire depuis 5-10 ans. Mais on les voit défiler, parfois marcher main dans la main avec les patrons. Je veux dire à tous les travailleurs, les patrons sont des adversaires. Ça, c'est clair. C'est clair c'est clair, même au niveau, en ce qui concerne les syndicats, il y a un syndicat des patrons, il y a un syndicat pour les travailleurs. Nous sommes des adversaires. Même temps, on peut s'asseoir, on discute sur le minimum, ce qu'on peut avoir. Mais donner l'impression que nous sommes devenus des bons amis et des partenaires, non. On peut être partenaires, mais nous sommes des adversaires. Donc ce que le gouvernement du Cameroun fait, ce que les hommes politiques font, ce que les patrons font, c'est de l'injustice. Une fois de plus, nous devons dénoncer que les travailleurs prennent conscience que c'est une façon de leur retirer le pouvoir. Ce pouvoir qu'ils ont de célébrer, de dire ce qu'ils pensent le 1er mai, on leur retire cela à chaque fois par la présence des patrons qui viennent même surveiller. Vous n'avez absolument rien à dire. Pourquoi? Parce que les patrons sont là, vous regardez, et qui se méfient des agapes. Parce que là, ce qui est parfois dépensé aurait pu permettre à l'entreprise d'améliorer un tout petit peu le conditions de travail. Effectivement, je suis d'accord avec le camarade, parce que... patron et employé, c'est-à-dire que... à l'état actuel des choses au Cameroun, nous sommes en situation d'adversité parce qu'il n'y a pas de dialogue social justement, et ce qui fait que et du fait essentiellement le ministre du Travail dit que c'est une réalité, et effectivement du fait et du ministre et de ses employeurs, parce que quelque part l'initiateur de ce dialogue ou le facilitateur devait être le ministre, mais les acteurs d'abord c'est les travailleurs, c'est l'employeur des travailleurs. Donc c'est l'employeur devrait donner la permission, donner la possibilité pour qu'il y ait ce dialogue. Donc pour vous, les adversaires des employés, c'est les employeurs et le ministre. Et le ministre. Ah ok. Effectivement. Il y a deux adversaires. Oui, c'est les deux. À l'état actuel au Cameroun, oui, les travailleurs doivent savoir que messieurs des employeurs, monsieur le ministre, ou même le gouvernement en général, ne sont pas pour les travailleurs ne sont pas des partenaires, c'est des adversaires.
Et les travailleurs ont intérêt à ramener les choses pour que ces relations deviennent désormais les relations de partenariat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est dans le pire des situations, nous sommes dans le cas maître-esclave. Dans certaines entreprises, maître-esclave, où la situation est telle que le travailleur est même déstructuré psychologiquement dans son comportement. Il adopte des attitudes incompréhensibles. Vous pouvez imaginer un travailleur qui travaille 15 ans. Il est 15 ans, n'est pas déclaré à la CNPS. La CNPS donne la possibilité de faire des déclarations anonymes. Même cela, nous proposons en tant que syndicat de les aider dans ce sens. Même donner les éléments permettant, on ne peut pas. Parce qu'ils sont déstructurés. Ils sont déstructurés moralement. Alors, nous ne sommes pas là en situation de partenaire, on est en situation de maître-esclave. Oui, d'abord, docteur. Oui, après le dialogue social qui n'existe pas dans les entreprises, je voudrais dire que la santé et la sécurité aussi payent un lourd tribut. Absolument. Parce que dans les entreprises aujourd'hui, nous avons très peu d'entreprises dans lesquelles, comme je l'ai dit dès le départ, où il y a des médecins de travail. Et même quand il y a des médecins de travail, on ne les laisse pas faire leur travail. Il y a un décret du président de la République qui régit la profession de médecin de travail et dit qu'est-ce que le médecin de travail doit faire et quel est son rang dans l'entreprise. Mais ce n'est respecté dans aucune entreprise dans ce pays où le chef d'entreprise, il décide de faire ce qu'il veut, il décide de vous classer là où il veut et il vous donne même le contenu de votre activité dans l'entreprise. Et on constate même des fois que c'est d'autres salariés comme les DRH qui sont les patrons des médecins et qui n'ont jamais fait la médecine, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une maladie professionnelle ou alors comment la prendre en charge. Mais c'est eux qui sont les patrons des médecins de travail dans les entreprises. Comment est-ce que le médecin de travail peut avoir la possibilité de préserver la santé et la sécurité du travailleur dans les entreprises? Ce n'est pas possible. Et nous avons aussi ce manque-là de respect du médecin dans l'entreprise. Oui. Les maladies professionnelles sont en train d'augmenter. Les accidents de travail mortels sont en train d'augmenter. Le travailleur paie un lourd tribut aujourd'hui au travail, tout simplement parce que la santé, la sécurité n'est pas respectée. Moi, je tiens ici à souligner ça et présenter un plaidoyer. Oui. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Le thème, c'est protection du travailleur, oui, vecteur de justice sociale et travail décent. Il ne faut pas que ce soit de 20 mots. Que la loi qui régit le travail soit respectée, le code du travail et tous les textes, que la protection sociale soit effective. Dans les entreprises aujourd'hui où nous avons la protection sociale, c'est les entreprises qui sont certifiées parce qu'elles travaillent avec l'extérieur. Donc, l'Europe nous impose de respecter les lois qui sont chez eux. C'est là où vous trouvez quelques travailleurs, les travailleurs qui sont protégés, qui ont une petite sécurité sociale. Mais en dehors de ça, ça n'existe pas véritablement. Donc, le gouvernement camerounais prenne à bras mot le thème que lui-même a fixé là. Protection du travailleur, justice sociale et travailleur social. Que ce soit une réalité et non de 20 mots. Ça fait la 133e édition. Mais les choses ne font qu'empirer. Okay. Donc, messieurs le ministre du Travail, nous vous interpellons. Descendez, voyez la réalité et faites respecter la loi. Ok. Robert Mouté-Ambassa, vous avez été patron, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui fait donc que les patrons traînent souvent la patte lorsqu'il faut, on parle d'affiliation à la CNPS? C'est la corruption qui a gangréné tout le système, en fait. Vous savez, les responsables en charge donnent plus d'importance aux intérêts individuels qu'aux intérêts collectifs. Donc vous comprenez que quand quelqu'un se déplace pour aller faire une mission dans une entreprise, il pense seulement à sa poche, et rien que sa poche. Son vrai boulot, il ne fait pas. Madame a parlé de santé tout à l'heure. Il y en a un qui tournait ici à l'inspection du travail pendant peut-être 25-30 ans, il ne sortait même plus jamais de bureau. Et les enveloppes viennent le trouver sur place et vous signez tout ce qu'il y avait à signer. Donc vous comprenez que ça a atteint un stade où le ministre doit taper du poing sur la table, en commençant par le code de travail, qui doit être revu.
Parce que tout commence par les salaires. On doit revenir à l'ancien système où on avait à chaque catégorie un salaire, à chaque diplôme, une catégorie, un salaire. Parce que quand vous voyez le code du travail actuel qui date des années 92, mais le salaire, je ne sais pas, c'est une honte à le lire. Le ministre doit remettre sur pied ce problème de code de travail, tel diplôme, telle catégorie, tel salaire. C'est vrai, les entreprises qui ont pris l'habitude de faire comme elles veulent, vont menacer pour certaines de dire qu'ils vont fermer. Le ministre doit leur dire de fermer, il n'y a pas de problème. Vous allez bien voir que personne ne va fermer. Parce que toutes ces entreprises, et particulièrement les multinationales, dégagent énormément de bénéfices en termes de dizaines, centaines de milliards, et l'argent remonte vers la maison mère. Donc, si on menace le ministre qu'on va fermer parce qu'il a revalorisé les salaires à partir du code du travail, que le ministre dit, mais il y a des Camerounais qui sont prêts à reprendre toutes les actions. Je crois que cette situation a atteint un niveau où la paupérisation des employés, des travailleurs, a atteint un niveau où vraiment les enfants aujourd'hui vont à l'école, justement parce que, imaginez-vous un enfant qui a un bac plus 5, qui part travailler chez un opérateur économique, on met comme standardiste, 6, 14, on donne 60 000 francs. C'est terrible. Et alors que les expatriés qui sont dans la même entreprise, et parfois pour des postes inférieurs, ont de prises en charge en termes de dizaines de millions par mois. Donc moi je pense que le ministre ne doit pas laisser les choses continuer comme cela. Les travailleurs sont très fâchés, les travailleurs ne sont plus contents, la mamie bout, il faut qu'il commence par le code de travail. Et le code de travail sera le minimum légal. C'est-à-dire, vous avez un BPC, un CAP, vous êtes classé en 5e, 6e catégorie. Un probatoire en 7e, un bac en 8e, un BTS en 9e, un bac plus 3, 11e, 10e et bac plus 5, 11e. C'est ça ou rien. Parce que vous savez, quand vous avez un bac plus 5 et quand vous recrutez dans une entreprise, ok, on n'est pas obligé de vous classer en 11e catégorie le premier jour. On peut commencer même par la 9e catégorie. Vous mettez 6 mois ou 1 an. Un an peut passer à la 10e, vous mettez peut-être 1 an ou 2 ans, et après vous passez à la 11e. C'est ce qui est votre catégorie normale de par votre diplôme. Au jour d'aujourd'hui, le diplôme n'a plus de valeur. Les gens avant à l'école, vraiment, c'est comme si... Et regardez le nombre d'enfants qui ont le master, qui sont à la maison, encore à la charge des parents. Tout simplement parce que le plan qui avait été mis à l'époque, dans les années 92, où on voulait limiter les charges des patrons pour que les patrons recrutent beaucoup de jeunes. Mais les patrons n'ont jamais rien recruté, au contraire, ils virent à l'appel. Moi, je pense que il faut commencer par le code de travail. Et des fois, même vous entrez dans l'entreprise, après 25 ans sortis, vous restez en même catégorie. Ah, hein. oui. Vous êtes aujourd'hui, faire une carrière de 25 ans, c'est devenu presque impossible. Voilà. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez à atteindre un salaire un peu intéressant, comme on dit, pour boire un tout petit peu d'eau glacée, on commence à vous chercher le pouls dans la tête et on vous dégage. Donc, oui, je pense que, et ça, on doit veiller aussi à ce que le travail au Cameroun, en dessous des postes de directeur, soit occupé à 100% par les Camerounais. Parce qu'il est inadmissible que des gens viennent occuper des postes qui peuvent être occupés par des Camerounais et travaillent sans contrat. Et tout le monde le sait. Peut-être à un moment donné, il manquait des spécialistes, des professionnels, il manquait d'expertise, mais au jour d'aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, on a des experts, des techniciens à l'appel. Il suffit de poser une demande pour n'importe quel poste, c'est par centaines, par milliers de dossiers que vous avez. Oui, à la différence de Moutamba, ça ici, moi je ne vais pas interpeller le ministre, parce que le ministre le sait. Et nous, on me dit que le ministre est complice de la situation. Le ministre a visité des entreprises, on sait ce qui se passe. Avant le ministre actuel, il y a eu un ministre qui se faisait appeler professeur, on l'appelait monsieur dialogue social, mais on sait ce qui se passe. De mémoire de journalistes, nous savons assez souvent qu'il y a des entreprises qui rentrent avec beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qu'on donne à ces gens qui arrivent. Ils savent très bien, ils profitent de ce système. Ils n'auront pas besoin que ça change. Le 10 janvier, il y a 2 ans, nous avons rencontré le ministre du Travail, l'actuel ministre du Travail à Yaoundé. Je faisais partie de la délégation du syndicat. Nous lui avons posé le problème que tout ce que la presse attend, ce que vous fassiez pression sur les patrons de presse afin qu'ils appliquent la convention collective. Mais il a semblé être étonné, donc il n'applique pas. Ils sont des amis, ils se tutoient avec ces patrons de presse. Donc s'il le voulait, il sait exactement ce qu'il faut faire. Nous avons souhaité, nous avons dit au ministre, voici la situation. Je ne pense pas que le syndicat des journalistes soit le seul syndicat qui soit allé à la ministre. Beaucoup de syndicats le font, les confédérations. Donc les problèmes des travailleurs, ils les connaissent.
Aujourd'hui, nous ne devons pas attendre le ministre. Nous devons construire, les travailleurs doivent construire un rapport de force qui ferait que le ministre le veuille ou pas, que le gouvernement le veuille ou pas, que la voix des travailleurs soit entendue. Ici, Moutamba Saïboui, c'est une piste. Ces pistes-là, nous n'entendons pas sur le ministre qui les met en exécution. Nous attendons que le gouvernement prenne ses responsabilités, que le premier ministre qu'on a commencé, quoi que le docteur qui s'est présenté comme étant quelqu'un qui veut travailler, qu'on veut le voir à l'œuvre, qu'il véritablement il prenne ces choses-là en main quand les travailleurs souffrent. Nous n'avons plus besoin que le ministre fasse ce travail-là, il revient au gouvernement. Et comme dans ce pays, on attend ce chef de l'État qui fasse tout, que le chef d'État également prenne ses responsabilités de paix, qu'il sache que les travailleurs souffrent. Et dans la presse, c'est encore pire. Et nous nous préparons même pour une journée de presse morte. Nous trouvons le temps de... La presse morte, vous allez passer une journée où il n'y aura pas de médias dans le Cameroun, il n'y aura pas d'informations, il n'y aura pas d'émissions. Alors nous verrons comment ces Camerounais, qui sont censés nous soutenir, quand nous travaillons pour eux, que les Camerounais nous soutiennent, nous verrons comment ces Camerounais à qui assez souvent sont contents d'applaudir quand on présente des journalistes comme étant les personnes que j'ai disais, on verra comment ils vont vivre sans presse. Et pour cela, le moment venu, et il peut nous garantir ce que nous ferons pas comme certains syndicats qui annoncent des préavis de grève et qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Le jour où la presse va annoncer un préavis de grève, nous irons jusqu'au bout. Ok. Voilà, merci, cher monsieur. Un dernier mot, vous voulez conclure? Oui, merci. Surtout dans votre secteur, là. Oui, dans notre secteur, vraiment, je profite de cette antenne pour exhorter déjà les travailleurs à prendre en main leur destin. Aux délégués du personnel de ces secteurs, je leur demande de faire leur travail. Ils ne sont pas des ennemis des patrons, mais ils doivent se porter en collaborateurs des patrons. Collaborateurs dans la prise en charge la prise en charge de la main de leurs établissements. Et je voudrais profiter pour faire savoir que le Cameroun a intérêt à ce que l'éducation quitte le cap où elle se trouve actuellement. Il y a péril dans la demeure. Il y a péril dans l'éducation au Cameroun. Si les choses continuent à aller dans le sens où elles vont actuellement, je crois que les rangs de tous qui prennent des armes vont s'agrandir. Parce qu'il n'y a que l'éducation. Oui, non, il n'y a que l'éducation. On va pas. Ce discours-là, il n'est pas bon. Il est pas bon. Oui, je ne suis pas en train d'exhorter les gens à prendre des armes. Je voudrais tout simplement dire ceci. Il n'y a que l'éducation pour détruire l'animalité qui est enterrée en chaque homme par nature. Et dès lors que cette éducation est foulée aux pieds par la maltraitance de ceux qui enseignent, par la révalorisation des hommes d'affaires qui se sont introduits dans le milieu, je vous assure, nous avons de mauvais jours devant nous. C'est ce que je voulais dire. Merci Luc Nyomok d'être venu. C'était votre première. Merci beaucoup. Merci également Dr Christine Toumi. Vous êtes parti de Pendja. De Pendja. Merci. Il y a les habitués de voilà. Robert Mouté Ambassa et le syndicaliste journaliste Charles. Ça va? Vous êtes calmé un peu? Ah non. Oh, voilà. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, madame, monsieur. Nous sommes dans parti comme ça pour toute la semaine. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Montezoé, à Yaoundé, Nkoldongo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Et également, ce sera à la même heure à Pendja.